Comment expliquer leur échec à transformer leur mouvement en proposition politique? Alors, d'abord, prenons encore, comme j'ai essayé de le faire au début, prenons en haut. C'est-à-dire, une révolution a besoin d'une inspiration idéologique et intellectuelle très forte. Les révolutionnaires ont tous lu Voltaire, Rousseau, Diderot. Même s'ils transforment après et qu'ils leur font faire ce que les autres ne voulaient pas, parce que pour la plupart, ils étaient monarchistes et ils détestaient le désordre, mais peu importe. Rousseau voulait la République que pour les petits peuples de 20 000 personnes et encore. Hein. Donc, vous voyez, bon. Mais Robespierre citait Rousseau dans tous ses discours. Bon. Là, il n'y a pas d'inspirateur, il n'y a pas de mouvement intellectuel, et les gens ne les connaissent pas. Les gilets jaunes ne les connaissent pas. Donc, il n'y a pas de structuration intellectuelle, il n'y a pas de structuration idéologique. Deuxièmement, il n'y a pas de structuration, organisationnelle. Et c'est là où Éric a raison. Celle qui lance le mouvement, aujourd'hui, elle est complètement débordée. Mais c'est un de leurs problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chef. Ils ont avalé tous leurs chefs. Ils ont refusé d'avoir un chef, d'avoir une hiérarchie. Ils ont refusé d'avoir un corpus idéologique. Et ça les a tués. On va voir comment. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une révolution. Quand il n'y a pas de révolution, quand il n'y a pas de corpus idéologique, il y a une émeute. Vous voyez, il y a des jacqueries, pour reprendre une expression de l'Ancien Régime. Les jacqueries, qu'est-ce que c'était? C'était, on disait, des émotions à l'époque, c'est-à-dire c'était des mouvements de révolte, souvent d'ailleurs contre les impôts. Toujours. Contre comment s'appelait-il, ceux qui réquisitionnaient les impôts, les minces, je cherche. Non, justement, c'était pas des percepteurs. Justement, c'était les fermiers généraux. Merci. Contre les fermiers généraux, surtout des révoltes comme ça, mais il n'y avait pas de, vous voyez, ça ne menait pas. On les réprimait et puis on n'en parlait plus. Là, à l'époque, c'était des paysans, évidemment, hein, pour la plupart. Là, évidemment, les gilets jaunes, ce n'est pas des paysans, mais ils vivent dans des contrées lointaines. D'ailleurs, pour aller dans le sens de ma comparaison, je pense que ce n'est pas un hasard s'il y avait tous les samedis, s'ils rentraient dans les métropoles. Paris, les Champs-Élysées, Toulouse, Bordeaux, etc. Je pense qu'il y a une reprise symbolique, je ne pense pas qu'ils l'ont pensé, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'analyse, il y a une reprise en main symbolique de ces grandes villes dont ils ont été chassés pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Bon, alors maintenant vous me dites, pourquoi ils ont échoué? Oui. Oui. Alors moi la première raison, c'est ça, c'est pas de structuration d'organisation, pas de structuration idéologique. Donc... Et la faute à qui? À eux, d'abord. Et puis à l'époque, et puis à la faiblesse du mouvement intellectuel. Mais aussi, à partir d'un certain moment, au début, vous aurez remarqué que c'est une révolte fiscale. Trop d'impôts. Ça devrait plaire à Éric. Sur l'essence en particulier. Oui, j'allais dire, deuxièmement, c'est une révolution anti-écologique. Parce qu'on a fait passer cette augmentation de l'essence comme une contribution à la lutte contre la lutte pour la planète. Bon. C'était la taxe sur l'environnement. Et oui, exactement. Donc la gauche les a détestés. La révolte fiscale, c'est un truc de poujadiste dans la tête de gens de gauche. Et deuxièmement, anti-écologique, ça fait beaucoup. Et troisièmement, en plus, c'était des franchouillards et pas des banlieusards immigrés, donc ils avaient toutes les tares. D'ailleurs, vous vous souvenez, au départ, la gauche les a insultés, ils n'avaient pas dit un mot. Ils étaient misogynes, ils étaient racistes, ils étaient antisémites. Souvenez-vous les déclarations de la France insoumise et des médias de gauche. Et puis, au bout de quelques semaines, et je parlerai de la violence après, mais au bout de quelques semaines, la gauche et l'extrême gauche ont compris la faiblesse du mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, avec une subtilité qui ne m'a pas étonné parce qu'ils font ça depuis 1789, ils ont introduit le mouvement. Ils l'ont noyauté, ils l'ont pris en main, ils l'ont encadré, ils l'ont récupéré, et les gilets jaunes restants ne sont devenus que de la piétaille pour les cadres France Insoumise et d'extrême gauche Antifa. Et là, le mouvement était mort. C'était terminé. À partir de là, ils ont commencé à parler de RIC, de réforme constitutionnelle. C'était terminé, quoi. C'était un mouvement de gauche. Ils ont fini par parler avec la CGT. La CGT a dit, mais oui, ce sont nos frères. Ils n'avaient plus qu'à faire de la convergence des luttes avec les Traoré. Et c'était terminé. Pour vous, qui dit extrême gauche dit Antifa? Oui, pas seulement. Les Antifa sont d'extrême gauche, mais tous les extrêmes gauches ne sont pas Antifa. Alors maintenant, il y a le sujet de la violence. Il faut l'aborder de front.
Je pense que ça a été à la fois l'atout maître, même si Éric va hurler, l'atout maître des Gilets jaunes, et finalement la raison de leur chute finale. D'abord l'atout maître, parce qu'effectivement, c'est là où Éric n'a pas tort, on est loin, en termes de manifestations, de nombre, on est loin des énormes manifestations des années 60, 70, menées par les syndicats à l'époque puissants comme la CGT. Là, Éric a raison, j'ai rien à dire à ça. Il y a beaucoup moins de monde. Même des grandes manifs contre la réforme des retraites de Fillon, je crois. Ou, contre l'école. Ah non, mais je suis pas bien sûr contre l'école en 84, 1 million. Vous avez raison, bien sûr. Ouais. Non, mais bien sûr. Vous voyez, donc là, on est loin. Là, il n'y a rien à dire. Et c'est la violence qui change tout. La violence qui n'est pas d'abord celle des Gilets jaunes, il faut le rappeler encore une fois. C'est d'abord les Black Blocs qui déferlent et qui cassent tout, qui cassent les banques, les grands magasins, les grands restaurants. L'Arc de Triomphe qui a été le symbole. Attendez, l'Arc de Triomphe, c'est pas les Black Blocs, j'allais dire. Mais là, c'est dans un symbole politique. Hein, on casse les symboles du capitalisme. Et ensuite, vous aviez en fin d'après-midi, souvenez-vous, tous les samedis, les racailles de banlieue qui venaient faire leurs courses et qui pillaient. Et vous regardez les images, vous verrez qu'elles ressemblent beaucoup à celles qui ont saccagé l'Arc de Triomphe. Et à partir de là, il y a eu un phénomène très simple. Les flics ont eu un comportement très bizarre, voire suspect. C'est-à-dire qu'ils ont laissé faire. Alors, ils vont nous dire qu'ils étaient débordés, qu'ils n'avaient pas prévu ça, qu'ils avaient une mauvaise tactique, peut-être. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'ils étaient ville ouverte pour les Black Blocs et pour les pillards de banlieue. Puis, au bout de 2-3 semaines, après justement l'Arc de Triomphe dont parle Marc, alors là, il y a eu une reprise en main. Je crois que le préfet de police a sauté, on a changé la méthode, on a mis la BAC en aide au CRS, et la BAC... elle n'est pas habituée, vous voyez, ce genre de méthode. Donc ils n'ont pas calmé les choses, hein. Bon, il faut le dire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on a distribué les coups à toute volée. Sur les vrais gilets jaunes. Encore une fois, les Black Blocs, comme par hasard, ils échappaient toujours. Les pillards de banlieue... Ils n'avaient pas de tir de LBD. Exactement, c'était bizarre. Donc là, il y a eu, et c'est là où encore une fois Éric a raison, il y a eu une scission dans les gilets jaunes. Il y a ceux qui se sont dit, parce qu'on prend des coups sur la gueule, eh ben on va aller avec les Black Blocs et on va tout casser nous aussi. Et puis il y a ceux qui se sont dit, mais ils sont fous tous ces gens, on ne reconnaît plus notre bébé. Vous voyez, et je peux vous dire que là, c'était la fin du mouvement. J'ai lu que les services secrets soviétiques, au temps de leur splendeur, édiquaient les régimes dictatoriaux amis en Algérie, dans les pays d'Afrique, en leur expliquant une chose très simple. Dès que vous avez un mouvement de protestation, il faut pousser à la violence maximale. Comme ça, vous séparez les fanatiques des modérés et vous isolez le mouvement révolutionnaire du reste de la population qui est évidemment terrorisé par cette violence. En clair, pour vous, c'est une stratégie d'avoir laissé faire pour détruire le mouvement? En tout cas, je ne sais pas si c'est une stratégie, ça y ressemble. En tout cas, c'est ça qui s'est passé. Peut-être que c'est pas pensé comme ça. Peut-être que j'exagère. Peut-être que je suis complotiste. On va encore me dire ça. En tout cas, finalement, ça s'est passé comme ça. Après, chacun fera l'analyse qu'il voudra. Les Black Blocs, ils existent depuis les années 80 en Allemagne. Ils ont toujours fonctionné comme ça? Toujours. Des opportunistes. Xavier Hofer dit, vous connaissez Xavier Hofer, le criminologue, le spécialiste, il dit la police a tous les noms des Black Blocs. Tous les noms, Christine. Et on n'en arrête jamais. C'est extraordinaire, cette histoire. J'aimerais comprendre. On ne m'a toujours pas expliqué. Soit Hofer est un menteur, soit il a raison, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et pareil pour les pillards de banlieue. On sait où ils sont, on sait d'où ils vont, on sait où ils revendent leurs produits de leur pillage. Vous voyez, c'est assez simple en fait. Et pourquoi le gouvernement fait ça? Est-ce que c'est vraiment crédible tout ça? Pourquoi est-ce qu'il laisse faire vraiment? Moi, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a une part, certains les plus intelligents ont compris ce que je viens de vous dire, et depuis longtemps, et ils l'ont même compris avant moi. Parce que moi, c'est parce que j'ai lu, mais vous voyez, j'ai compris après. Mais eux, ils l'avaient compris avant moi. Et puis, il y a ceux qui ont été débordés.
Je pense que Castaner a été débordé. Je ne vois pas Castaner en grand lecteur de l'idéologie du KGB. C'est bizarre, je ne l'imagine pas comme ça. Mais je peux être injuste. Voyez, mais voilà comment je vois les choses. Maintenant, je demande une seule chose, qu'on me démontre le contraire. Il y a quand même, si on peut Dimitri. je suis assez d'accord sur l'analyse. Une révolte économique, manque de corpus Même intellectuel. sociologique en vérité. Tout à fait, mais et la politique revient après sous la forme du noyautage, et aussi maintenant ce qui explique l'affaiblissement actuel, c'est qu'il y a eu aussi une digestion par le pouvoir d'un certain nombre de thèmes qui étaient en gésine dans la révolte des Gilets jaunes. Je pense par exemple le débat sur les relocalisations, qui est lié à l'emploi. Relocalisation, où est-ce qu'on veut relocaliser, c'est là où il n'y a pas d'emploi. Et voilà, ça Et vous voyez, mon affaiblit cher Eric, naturellement. c'est ça la différence avec les manips que vous évoquez. Avant, les types, ils étaient au boulot. Ils avaient un emploi et ils disaient, il y avait des industries et ils disaient, je veux des augmentations de salaire. Là, ils ont un boulot, mais c'est des petits boulots qui ne leur permettent pas de vivre parce qu'il n'y a plus d'industrie. Pardon, je vous ai coupé, vous êtes d'accord? Tout à fait. C'est la révolte, effectivement, des ventres vides, mais presque instinctive. À un moment donné, chacun est dans son coin, il grogne au quotidien, il traîne les pieds en disant c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est là où il faut réintroduire cette force des réseaux sociaux. Et l'idée que l'on peut enfin se retrouver alors qu'on est complètement éparpillé. Mais en revanche, ça ne donne pas du tout une cohésion. C'est-à-dire que c'est la révolte, mais quand on les interrogeait, il y en a qui étaient contre ci, d'autres qui étaient contre ça. Et vous avez raison, il n'y avait pas cette structuration qui est indispensable pour mener au bout une révolte. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas, un mécontentement. Vous n'avez pas tort en parlant, il y a une sociabilité. Le rond-point, c'était la sociabilité. Et comme on a détruit cette sociabilité... Comme dit Michel Maffezoli. Exactement, il a raison. Ça, honnêtement, c'est intelligent. Et il y avait une sociabilité, ils se retrouvaient autour des ronds-points, et c'était sympathique, chaleureux, etc. Je peux comprendre. On dit aussi qu'il y avait beaucoup de femmes, par exemple. Oui. Il y avait beaucoup de femmes divorcées. Donc, problème, vous voyez, voilà, monoparentale. Enfin, oui, vous avez raison, elles ne sont pas toutes divorcées, c'est vrai. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Éric de Rilmaten, ensuite, j'ai une autre question. Mais quand vous les écoutiez samedi, on n'avait pas l'impression que c'était fini, parce que eux, leur rêve, c'est de redémarrer. Oui, c'est ça, c'est sûr. Pourquoi ils veulent... Non, mais attendez, j'aurais juste terminé une chose. C'est que eux estiment ne pas avoir suffisamment d'argent, n'arrivent pas à vivre avec ce qu'ils ont, et pourtant le SMIC a augmenté, les charges sociales ont été... Enfin, il y a eu beaucoup d'efforts. Et il y a eu 17 milliards. Par le gouvernement, plus 17 milliards. Donc ça se demandait, eux, ils veulent 2000 euros, quoi, si vous voulez, par mois, pour vivre. Comment un pays comme la France, aujourd'hui, peut arriver, quel régime politique pourrait promettre de remonter les salaires au moment où on ne s'en sort plus? Mon cher Eric, ça demanderait une autre discussion. Mais je peux vous répondre en 2 mots. Oui, en 2 mots. Ça s'appelle la mondialisation. Bah oui, ça s'appelle la mondialisation, c'est-à-dire que depuis 30 ans, on a délibérément changé complètement le registre économique de la France. On a polarisé sur les métropoles. 80% des richesses de la France passent uniquement par les métropoles. Et on a marginalisé les 3/4 du pays. Et donc... de cette population qui habite, où on a délocalisé les industries, on les a envoyées en Turquie, on va en parler, au Maroc, en Inde, en Chine, évidemment, et les gens, ils ne peuvent plus travailler à l'usine, ils ne peuvent plus donc progresser socialement parce que l'industrie est le lieu, on le sait depuis l'après-guerre, de la progression sociale, et donc ils ont des petits boulots, ils ont des boulots modestes, où, en plus, comme ils sont loin des centres-villes et des banlieues, normalement, il y a 40 ans, ils auraient vécu en banlieue. Mais là, les banlieues sont invivables parce qu'elles ont été transformées en forteresses islamiques. Donc, ils se mettent à 100 bornes, ils ont besoin de leur voiture. Donc, les taxes sur la voiture, de l'essence, ça leur coûte une fortune. Ils ne peuvent pas bénéficier des services publics des grandes villes. Enfin, vous voyez quoi. Donc, c'est une révolution dans la révolution industrielle.